Bonjour à tous, bonjour, on est ravis de se retrouver et de vous retrouver pour un nouvel épisode. Voilà, ici la voix de l'entrepreneur avec Raph. Salut Raph, ça va? Bah écoute, ça va super, très heureux d'être toujours là dans notre studio virtuel. Pour cet épisode, on a un super invité. Et comme on a un super invité, on avait envie de faire un super épisode. Alors voilà, notre invité, vous allez voir, il a exploré toutes les vagues du web. Franchement, de la presse papier aux technologies de l'intelligence artificielle, en passant par les médias participatifs. Attention, je dis pas qu'il est vieux, hein. Pas du tout, il a beaucoup de choses à nous raconter et il s'y connaît bien sur l'IA. Vous allez voir, on va d'ailleurs échanger sur plein de sujets, sur l'IA, sur les gros entrepreneurs, les nouveaux outils pour les entreprises. Vous allez voir, ça va être cool. Mais juste avant de vous faire découvrir notre invité, on ne change pas une équipe qui gagne, donc jingle. Salut à tous et bienvenue sur la voie de l'entrepreneur. Je m'appelle Gab. Moi c'est Raph, notre seule mission, vous faire découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Retrouvez-nous un dimanche sur deux avec un nouvel invité pour un nouvel épisode. On vous attend évidemment sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode. Ah putain, t'as pas enregistré? Ah si. T'inquiète. Alors pour cet épisode absolument passionnant, c'est Julien Jacob qui est à notre micro. Salut Julien, bienvenue. Salut, merci. Merci beaucoup, Julien, d'avoir accepté notre invitation. Alors voilà, j'en profite et je suis sûr que Julien et Raph se joignent à moi pour faire un petit coucou à Raphaël Labbé, qui, c'est lui, nous a indirectement mis en contact. Donc voilà, merci Raphaël, merci Raphaël pour ça. Alors d'abord, voilà, notre question qui est probablement la plus précieuse dans cet échange, c'est comment ça va, Julien? Eh ben, ça va très bien. Ça va très bien, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. On redécouvre une période super intéressante, avec franchement un peu un plateau dans le digital sur les 10 dernières années. Et je suis super excité comme disaient les Américains, c'est devenu une expression française, mais non, non, mais je pense que on se rend pas compte à quel point on est en train de vivre une période qui va avoir vraiment beaucoup de d'impact, je pense, positif sur la société si on y fait attention, d'où mon histoire d'éthique. Ouais, Mais je pense que c'est bien, bien supérieur à ce qu'on a pu connaître avec le digital, parce qu'en fait, ça a des implications sociales, économiques, éthiques, environnementales. Ce qui n'était pas vraiment le cas dans la première phase du digital, on va dire. Donc c'est vraiment top. Et puis il y a un écosystème en France qui est super vivant avec plein d'événements qui se passent. Moi, je rencontre énormément de gens. Je me suis remis à faire 5 ou 6 rendez-vous par jour. ok, C'est génial. c'est- c'est vraiment passionnant, quoi. Génial. Alors voilà, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs pour qu'on comprenne un petit peu plus qui tu es et puis nous expliquer brièvement un peu voilà, les étapes clés, les grosses étapes de ta carrière pro? Ouais, bah, alors en fait, moi, j'ai démarré dans le digital, dans les médias. Alors généralement, dans les médias, quand on est soi-même patron d'un média, on n'est pas trop visible. Donc moi, je suis passé un peu entre les gouttes et volontairement parce que je n'aime pas forcément être mis en avant. Je préfère bosser, on va dire. Et donc, je me suis retrouvé, c'est vrai que l'histoire est un peu rigolote parce que je me suis retrouvé là complètement par hasard, en commençant par des journaux lycéens et de la PAO. Et puis, par hasard, je me trouve dans un groupe de presse qui va lancer Internet en France. Un peu par hasard, je fais un executive MBA à HEC. Et voilà. Et en fait, quand je regarde, on pourrait dire que tout ça a été très organisé et très déterminé au départ. En fait, c'est beaucoup de coups de bol, de rencontres super intéressantes. Mais ce qui est rigolo quand je regarde la trajectoire, c'est qu'elle était évidemment absolument pas prévue, ni prévisible, je pense. Et c'est ce qui fait que je me suis beaucoup amusé. Trop bien. Eh ben écoute, on a hâte que tu nous racontes un petit peu plus en détail tout ça. Et alors, évidemment, la voix de l'entrepreneur, on a envie de connaître ta définition de l'entrepreneuriat, si tu peux nous la donner. Et puis, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire avoir une mentalité d'entrepreneur? C'est un peu notre question basique qu'on pose à chaque début d'entretien. Alors, au risque de décevoir un peu, je pense qu'il n'y a pas de définition. Enfin, je pense que tout le monde est entrepreneur d'une certaine manière, à des degrés divers. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont solo-entrepreneurs. D'ailleurs, c'est bien que cette expression existe, parce que je pense vraiment que ce sont des entrepreneurs ou entrepreneuses. Euh, En fait, le point commun pour moi, c'est la curiosité et l'envie de régler un problème. Ou plutôt l'envie de créer un problème avec de la curiosité. Je le mettrais plutôt dans ce sens-là. Alors ça peut donner des schémas où on se dit que il n'y a pas de limite, les entrepreneurs cassent les codes, etc. Mais en vrai, en général, quand on regarde, et même dans les grosses
enfin, dans les grandes histoires de l'entrepreneuriat, c'est souvent un tout petit truc au démarrage. Et si vous regardez ça avec ce prisme-là, en fait, ça redonne une définition de l'entrepreneuriat qui est très humble et très simple. Mmh. C'est simplement une personne qui s'intéresse à régler un problème, Ouais. qui généralement vient pas du monde dans lequel le problème est, parce que sinon elle va regarder ça avec des lunettes du domaine en question et se dire bah, c'est pas possible. Donc il faut un petit pas de côté quand même, il faut être un peu à côté, mais pas complètement à côté, parce que si on comprend rien d'un marché, on se fait broyer immédiatement. Donc c'est cet équilibre subtil entre envie de résoudre un problème, curiosité et faire toujours très attention de ne pas être enfermé dans ses propres modèles. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour un entrepreneur. C'est pour ça que généralement, moi je dis qu'il ne faut pas se financer soi-même, même quand on a de l'argent, parce que le financement, par exemple, est un facteur de validation du fait qu'il y a d'autres personnes qui pensent que ce que vous faites est intéressant. Voilà, donc moi je dirais c'est plein de bon sens, pas mal de bricolage, et après l'enjeu c'est le scale et d'être capable de passer d'une petite idée à une boîte plus ou moins grande d'ailleurs. C'est pas forcément intéressant de faire des très, très grosses boîtes, mais en tout cas, il y a des superbes réussites de gens qui sont partis effectivement de pas grand-chose et qui par petites, touches, en fait sont arrivés à faire des trucs, super cool. C'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, c'est une question que je me posais parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, enfin, il y a toujours un peu ces 2 écoles. Il y en a qui disent, faut lever des fonds tout de suite. Il y en a d'autres qui disent: «Non, justement, vaut mieux garder, toute l'entreprise pour soi le maximum possible, le plus longtemps possible». Mais c'est vrai que c'est ce que je me disais, en fait, à partir du moment où quelqu'un met un ticket, met un billet, dans ton business, ça veut dire qu'il te donne un peu raison et qu'il a confiance en toi. Ce qui peut apporter aussi beaucoup d'assurance et de donc est-ce que c'est une question, enfin, que j'avais pas prévue, mais est-ce que justement, donner des parts au début, mais pour, effectivement avoir un peu plus de pouvoir avoir plus de ressources et un peu plus d'assurance, est-ce que c'est justement quelque chose, qui est, qui en vaut la peine au final? En sachant qu'on est au Ah moi je début. pense que oui, et puis il y a un deuxième aspect, et on peut en parler après, mais il faut pas garder les parts pour soi, il faut aussi les distribuer à ses équipes. Donc déjà le principe de tout garder pour soi, c'est pas très efficace. C'est pas très collectif, donc je pense que c'est pas efficace. Bah, Ouais. après moi je joue collectif, donc j'aime bien le collectif, mais on peut aussi décider d'utiliser une autre méthode. Mais je pense qu'il n'y a pas que l'argent en fait dans la dans les investissements. Il y a la validation du marché, il y a ce que les investisseurs peuvent apporter, comme pour développer le business, leurs compétences, leur réseau, et c'est toujours, hyper important de discuter, de confronter des idées, parce que le plus dangereux pour un entrepreneur, c'est qu'il reste, enfermé dans sa bulle. Donc, faire rentrer un investisseur, c'est un moyen d'ouvrir la bulle. Il y en a plein d'autres, hein. Mais il y a des boîtes, par exemple, qui se sont montées en créant des sortes de groupes d'experts ou de mentors autour d'eux, qui est une autre manière de faire ça. Généralement, c'est ce qu'on appelle du time for equity. Donc, généralement, ça se retrouve dans des parts. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément c'est pas de l'argent en euros ou en dollars. Ça peut être aussi Ouais, et de la présence, ouais, des voilà. Et conseils. donc, si on veut que les gens soient impliqués dans le monde dans lequel on vit, faut qu'ils soient Rémunérés. rémunérés ou intéressés, on va dire, de manière large. Et Ouais. généralement, ça passe effectivement par un partage sur le capital. Et après, là-dedans, il y a un autre débat, c'est que Zuckerberg est un très bon exemple de quelqu'un qui a jamais eu la majorité du capital et qui, avec un pacte d'actionnaires en béton armé, a toujours réussi à contrôler sa boîte. Donc, même le débat de se dire, j'entends souvent, j'ai moins de 50% de la boîte. En fait, avec un pacte d'actionnaires, on peut avoir 10% de la boîte et contrôler complètement la boîte. Et Mmh. par ailleurs, les investisseurs ne sont pas censés être opérationnels, sinon c'est ce qu'on appelle de la gestion de fait. Donc, et les packs d'actionnaires sont là aussi pour corriger, pour cadrer un peu ça. Donc, il n'y a pas tellement de crainte de perdre le contrôle de sa boîte. Et c'est vrai qu'en règle générale, il y en a qui ont, enfin, au début en tout cas, qui ont tendance à vouloir tout contrôler, tout garder en termes de pourcentage de parts. C'est pas forcément la meilleure solution pour moi. Super intéressant cette vision. On va revenir un peu quand même sur tes débuts. Donc, comme tu nous as dit au tout début, donc quand tu étais au lycée, donc tu as débuté, je sais pas si c'était par hasard ou si c'était justement ta volonté, mais un peu dans les médias, dans tout ce qui était magazine, médias. D'où cette passion ou cette, enfin, comment tu en es arrivé là-dedans?
Alors à l'époque, en fait, c'était, histoire de créer un groupe, de potes, et de faire un truc rigolo ensemble. C'était pas du tout tech, puisque, c'était avant que je puisse toucher un ordinateur. Non pas que les ordinateurs n'existaient pas, parce que là, ça me mettrait vraiment très, très loin. Hem Et non, mais c'était rigolo, en fait. C'était, avec, des feuilles de papier, une imprimante, et on coupait les colonnes, on recollait ça, puis on refotocopiait, puis on refotocopiait l'ensemble, et ça faisait un journal. Donc moi, j'ai commencé au collège, Anne Frank, au collège Barbès, pardon, à Paris, enfin, qui était une extension du collège, Victor Hugo, du lycée Victor Hugo. Et en fait, j'ai commencé, en faisant des photocopies, et simplement à faire un journal pour le lycée. Alors c'était à une époque où, l'expression lycéenne n'existait pas vraiment. C'est bien pour ça qu'après je me suis retrouvé dans des associations de journaux lycéens et de défense du droit des 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 personnes qui faisaient des journaux lycéens. Mais ça n'avait rien de tech. C'était vraiment, une aventure, sympa, avec des gens du collège, en l'occurrence. Et puis après, une fois que j'ai mis la main dedans, j'en ai fait 3 ou 4, et puis je me suis pas arrêté. Super. Alors, comme tu nous l'as dit justement juste avant l'enregistrement, donc quand tu étais assez jeune, donc ta mère a économisé, enfin a travaillé en tout cas pour s'acheter justement le Mac, 512K. Bon, c'est vraiment un peu la quand vous regardez sur internet, nos auditeurs, vous allez voir, c'est vraiment le premier Mac. C'est un peu, celui qu'on voit, je sais pas si vous avez vu la série, Steve Jobs là, ou le film, je me rappelle plus. Mais, voilà, comment est-ce que ça s'est passé un peu ta rencontre? Comment est-ce que tu Bah, as quels alors, ont été tes en usages fait, à c'était toi? le deuxième, parce que le premier c'était 128K, et 128K, c'était la mémoire vive. Donc 128 Ah ouais, kilobits avec un avec écran un quand écran même, quand hein? même. Mais Ouais. Donc inutilisable quasiment. quand on regarde ce à quoi ça, enfin, si on compare aujourd'hui à ce que vous avez, ne serait-ce que dans votre téléphone portable, Ouais, carrément. c'est effectivement, pas grand-chose. Hem, non, en fait, elle était chercheuse, elle était sociologue, enfin, elle était parce qu'elle est décédée. Elle était, sociologue, et elle faisait une thèse, ce qu'on appelait une thèse d'état à l'époque, ce qui serait l'équivalent du PhD, D'accord, ouais. aujourd'hui. Et pour faire sa thèse d'état, elle avait besoin d'un ordinateur, parce que c'est une thèse qui a été publiée, mais, qui fait 800 ou 900 pages. Enfin, c'est voilà. Et donc en fait, elle, en faisant, c'était pas du tout pour moi, hein, elle l'a fait pour elle. Mmh. Et là, il y a effectivement un Mac 512K qui a débarqué, à la maison. Heu et en fait, c'est là où j'ai commencé à faire des journaux lycéens sur des logiciels de PAO, donc de publication assistée par ordinateur, qui ont tous disparu d'ailleurs, depuis, les logiciels en question. Mais c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé, donc c'était mon deuxième, donc ça devait être, ouais, le deuxième, c'était quand j'étais arrivé au lycée. Je me suis mis à faire des journaux, avec cette PAO, qui me permettait en fait d'imprimer une page complète et ensuite de refotocopier, le tout. Voilà, mais c'est comme ça que j'ai effectivement découvert les ordinateurs d'un point de vue professionnel, parce que moi, par ailleurs, j'avais, un autre ordinateur pour jouer avec, mais qui était pas du tout utilisable, pour faire ce genre de choses. Ah ouais, ça a dû être plutôt quand même un gros changement entre, découper et justement passer à l'ordinateur et d'écrire, imprimer. J'imagine que ça a dû être quand même une grosse, grosse transition. Heu, voilà, à l'âge de 20, on a lu ça sur un enfin, on a lu dans un des documents, on a lu qu'à l'âge de 20 ans, tu rencontres le premier ministre, enfin le ministre de l'Intérieur, pardon, Pierre Joxe. Ouais. Heu, co comment cela est arrivé? Comment ça s'est passé? Parce qu'avec les journaux lycéens, j'étais rentré dans une association de journaux lycéens qui s'appelait Scoop en Stock, qui organisait un festival de journaux lycéens auquel j'avais participé une année, et on avait créé une association qui s'appelait l'ALYRE, ALYRE, l'Agence lycéenne de reportage. C'était avant le journalisme citoyen, dont Raphaël, a parlé dans son Ouais. podcast. C'était, Ouais. une idée un peu stupide en vrai, que les lycéens, étaient aussi des témoins de certaines choses, et pouvaient, apporter un regard sur la société, pas par chacun leur journaux lycéens, mais avec une agence, ce qu'on appelait ce qui était une agence de presse. Donc en fait, l'idée, c'était, à partir des journaux lycéens, de faire une agence de presse de journalistes lycéens,
Alors ça s'appelait pas journaliste lycéen parce qu'évidemment ils sont pas professionnels, mais voilà. Mmh. Et par hasard, surtout, j'ai rencontré, Edoui Plenel, qui à l'époque était journaliste au Monde et qui a eu ensuite la carrière qu'on connaît, qui vient de s'arrêter sur Mediapart d'ailleurs, il y a pas très longtemps. Il a monté, Mediapart qui est le seul média, indépendant en fait qui fonctionne, hein, dans tout l'univers des médias qui sont Ouais. assez, dans la vague internet. Et Edoui Plenel était enfin, très dans le réseau il était spécialiste de la police, enfin, et des sujets sur la police, au Monde. Et donc il nous a fait rencontrer effectivement, Pierre Jox. Et donc c'était rigolo parce que en fait, on était, 6 ou 7 lycéens, reçus en rang de pompe, place Beauvau au ministère de l'Intérieur avec, des reporters d'M6, et cetera, qui étaient en train de nous filmer. Énorme. Et puis là, on avait C'est 18 fou, ans, on c'est se disait: fou. C'est quoi ce truc?» Et alors, pour la petite histoire, l'opération s'appelait À vos papiers, c'était un jeu de mots. Les lycéens enquêtent sur la police. Et Pierre Jox nous avait assuré, donc ministre de l'Intérieur à l'époque, donc patron des policiers, nous avait assuré qu'il nous ouvrirait les portes des commissariats. Parce que le problème qu'on avait, c'est que les Ah policiers oui, ne voulaient c'était pas bien sûr. témoigner auprès des lycéens. Et sachant que les lycéens, c'était généralement les lycéens qui étaient lycéens du village, de la ville, etc. Donc qui étaient vraiment sur place, quoi. Et en fait, cette opération, n'a pas marché du tout parce qu'aucun commissariat ne s'est ouvert. Et donc cette belle opération de communication n'a servi à rien, mais bon, c'est OK, bah, resté, c'était marrant, c'était une belle rencontre en tout cas. ouais. Ouais, c'est une super anecdote à raconter en tout cas, encore aujourd'hui, j'imagine. Trop bien. Écoute, ce que je propose, c'est qu'on passe, un petit peu les années et qu'on arrive, au web 1, à ton expérience chez Ziff Davis. Et alors ça, je crois que c'est l'expérience qui t'a un peu permis de, voilà, de plonger un peu plus dans le monde numérique, voilà et puis, d'explorer les opportunités qui ont été offertes, en tout cas par cette nouvelle plateforme. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Et ce que ça a changé réellement, pour toi à ce moment-là? Bah, oui, en 94, je rentre donc dans ce groupe de presse qui s'appelle Ziff Davis, qui éditait c'est de la presse informatique, c'est le plus gros, groupe de presse, mondial qui a été racheté par, Masayoshi Son, de SoftBank, qui a fait aussi beaucoup d'investissements depuis. Hem et c'était l'époque des CD-ROM, donc en fait, du lancement de Club Internet, de tous Ouais. ces premiers providers. Et en fait, ces magazines ont été le support, qui permettait aux personnes, en fait, avec ce CD-ROM et un modem, d'avoir une connexion à internet et en fait de lancer, internet en France. Donc c'était assez paradoxal parce que en même temps, c'était un vrai véhicule, pour entrer dans le concret. C'est-à-dire que tous les mois, il y avait plus de 200 000 copies de magazines, 200 000 CD-ROM en fait, qui étaient, diffusés tous les mois, aux Français. Ouais. Ouais, qui l'achetait, hein. Et ça a été un peu la première. On n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que c'est normal dans les early adopters, comme on a l'habitude de dire, mais c'était les lecteurs de la presse informatique, avec ces fameux CD-ROM qui pouvaient, installer leur première connexion, sur internet. Hem et donc c'était rigolo parce qu'en fait, c'était un groupe de presse papier, et internet, bien que la presse papier étant un véhicule d'internet, était pas du tout vécu comme une révolution. Alors aujourd'hui, ceux qui y sont, peuvent dire qu'ils étaient super précurseurs, mais en vrai, en interne, c'était pas vraiment le cas, quoi. Il y avait des journalistes Ah, papier, qui étaient sur le papier, voilà. Et moi, il se trouve que, alors là, un autre hasard, qui sera peut-être pas un hasard, mais mon frère, qui est photographe, avec qui j'ai travaillé aussi, avait lancé un collectif de photographes qui s'appelle, Tendance Floue. OK. Il y a une expo en ce moment à la BNF d'ailleurs, où il y a pas mal des membres du collectif, qui sont exposés. Donc c'était un collectif de photographes qui travaillait pour, Télérama, Le Monde, Libé, voilà, qui était, D'accord. très axé sur le photojournalisme. Et il m'avait posé la question de: «C'est quoi ce truc internet, à ton avis? Qu'est-ce qu'il faut en faire?» Pareil, à l'intérieur du collectif, pas mal de débats sur est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut pas y aller? Est-ce que la photo numérique va tuer, la photo argentique, blablabla, et cetera. C'est un peu comme Et maintenant. Est-ce puis que l'IA va ouais, tuer les ouais, jobs? Est-ce que les exactement. cryptos va Voilà. C'est tuer les monnaies? OK. impressionnant. Ouais, on a à chaque fois, on y reviendra, mais c'est ça qui est rigolo, Ouais, c'est qu'à chaque carrément. fois, on voit la même. Et moi, je leur ai proposé de mettre les mains dedans et de faire un site web.
Et donc, avec mon acolyte de l'époque, Christophe Tescou, en fait, on s'est mis à faire un site tendance floue sur le net. C'était rigolo, là aussi, il y avait un petit jeu de mots. Ouais. Et comme on était à l'époque des modems, les images mettaient beaucoup de temps à s'afficher. Et donc, en faisant le site, on s'est rendu compte que ça marcherait pas, quoi. Enfin, c'était pas possible d'attendre 2 minutes pour voir une image s'afficher Ouais, sur un écran. pixel par pixel. Et ben, qui descend, boum, Ouais, boum, c'est ça. boum, comme ça, petit à petit. Waouh. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été faire, on a rajouté des textes. Donc, c'était le paradoxe total parce que on a fait un des premiers sites je crois d'ailleurs, non, le premier site de collectif de photographes en France avec plein de textes. OK. Parce que il fallait mettre les textes pour attendre et que, en fait, on lit le texte et puis là, l'image apparaît, etc. Ah oui, d'accord, donc on lisait le paragraphe pendant que l'image se Ouais, chargeait, quoi. ouais. OK. Il y a encore sur archive.org, il y a encore des pages. Alors la maquette aujourd'hui paraît complètement délirante, mais on peut encore retrouver des pages. D'accord. Euh, et il se trouve qu'à l'époque, le patron de Ziff Davis était Patrick Jacquemin, qui va lancer Rue du Commerce ensuite, qui est un des premiers sites de e-commerce en France, et qui me voit bosser sur ce truc-là. Alors moi j'étais un peu embêté parce que je disais non, non, mais c'est pour mon frère, c'est une association. Oui, d'accord, j'utilise les ordinateurs de la maison, mais bon, c'est pas à but lucratif. Enfin, j'étais en train de m'excuser. Et puis, de fil en aiguille, bah, il m'a nommé patron d'Internet, de la division pardon, Internet du groupe. D'accord. Et donc, on a lancé ZDNet pour ZD, donc ZD pour Ziff Davis, qui était le premier site de nouvelles techno en France, avec une rédaction de journalistes, avec des services aussi, comme du téléchargement, qui sortait tout juste de CompuServe. Et en fait, on a lancé le premier site en France, donc en 97, 96, 97, à un moment où il y avait 3-4 sites en France, quoi. Je crois qu'il y avait Libé, Elle et quelques autres, mais c'était vraiment, il y en avait très très peu, quoi. D'accord, donc pour toi, finalement, internet, ça avait beaucoup d'importance ou peu d'importance du passage de presse papier à presse numérique à ce moment-là? Ou c'était encore peut-être trop tôt, les débuts, c'était pas encore assez développé? Bah, en fait, moi, je m'étais déjà un peu lassé de la presse papier, donc c'est pour ça que ça m'excitait d'aller sur la presse, Ouais, enfin sur la presse digitale, et surtout dans ce groupe-là qui a été racheté après par CNET Networks. Le motto, comme ils disent dans les boîtes américaines, c'était Content Community Commerce, d'accord. qui a été fait après par pas mal de gens, mais en fait, le digital n'est pas, on n'imprime pas des papiers sur un écran, évidemment. Il y a un aspect communautaire qui est hyper important, et il y a un aspect commerce au sens de je peux acheter quelque chose une fois que je me suis fait un avis à partir d'informations objectives, etc. Ce qui est de plus en plus difficile maintenant, mais euh, donc c'était beaucoup plus que une migration d'un métier sur une autre plateforme. En fait, c'était des métiers complètement nouveaux. Mais ouais, super intéressant. Écoute, on va avancer un peu dans le temps parce que voilà, comme on te l'a dit, on aimerait vraiment après, on va parler de sujets qui sont un peu plus d'actualité aujourd'hui avec toi. On aimerait échanger avec toi sur plusieurs sujets. Mais avant ça, donc on va rentrer un peu plus dans le Web 2 là. Donc c'est à peu près dans les années, je sais pas, c'est 2007-2008, un truc comme ça. Donc tu innoves plusieurs projets tels qu'ObiWee et Newsrings. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? D'ailleurs, il me semble, tu nous l'avais dit, mais qu'à ce moment-là, tu avais eu Jérémy Bérébi dans l'équipe Ouais, alors qui, ça, Jérémy, c'était en qui était. 96-97, hein. Ah, c'était même avant. Ah, donc ça, c'était Ouais, ouais, avant c'était ça. avant. C'était sur Ouais, c'était ZDNet, avant. en fait. En fait, lui, il était SysOp sur CompuServe, parce qu'on avait démarré, avant le site web, il y avait CompuServe. Et SysOp, c'est modérateur de communauté, Ouais. en fait. Je crois qu'au tout début, il était même stagiaire. Et puis après, il est devenu, il est devenu journaliste, mais pas si longtemps après. Il a monté ses boîtes. Mais oui, donc c'était marrant d'avoir Jérémy Bérébi Ouais. en stagiaire, quoi. Ouais, c'est sympa, sympa surtout je crois qu'il a jamais bossé enfin, il a fait que ça Ouais. avant de monter ses entreprises et c'est sympa, sympa comme anecdote. Et du coup, donc Obiwi et Newsrings, donc c'était quoi exactement ça a été. Bah, en fait, alors juste en revenant un tout petit peu en arrière, c'est que j'ai fait un executive MBA à HEC, qui m'a fait comprendre que je j'avais pas envie d'être corporate boy. J'étais dans une donc là, si on se met en 2005,
La boîte, enfin, on est passé par la bulle, donc on est passé par moins 4 millions en EBITDA, donc forcément ça fait un peu mal. Et Ouais. on est remonté jusqu'à plus 500 000 en 2005. C'est grosso modo, on a fait de 2000 à 2005, on a gagné 1 million en EBITDA chaque année. Et quand on fait ça dans une boîte américaine, on peut à peu près faire ce qu'on veut, quoi. On est high potential, comme ils disent. OK. Et donc là, on était 60 personnes, on commençait à faire des acquisitions, Gamecult, euh, euh, des sites de cuisine, etc. Et en fait, mon boss me dit, c'est génial ce que vous faites, vous êtes super innovant en France, comme souvent dans des boîtes tech, hein, comme chez Apple Ouais. ou d'autres boîtes. La France a souvent servi un peu de laboratoire enfin, sur les boîtes internationales. Donc nous, on avait fait du reverse publishing, on avait fait du print à partir du web, ZD Netweek, donc toutes les semaines, on imprimait les meilleurs papiers du net. On avait refait des événements, on avait fait du marketing direct, enfin tout ce qu'il fallait faire Mmh. pour sauver Willy, quoi, parce que le système de la pub était quand même un peu en train de prendre un sacré coup. Euh, et donc, quand il m'a dit il faut peut-être un peu muscler le management d'intermédiaire, je lui ai dit à mon boss de l'époque que ben, on va commencer par moi. Déjà, j'en ai besoin, puis je pense que c'est un bon message pour les équipes. Et donc, j'ai fait cet executive MBA à HEC, en même temps que je gérais la boîte, hein, Ah ouais, donc d'accord. pendant un an et demi, à conseiller à votre pire ennemi si vous voulez qu'il disparaisse de la planète. Parce que, Ah non, ouais? mais là, Ah, c'est non, mais intéressant. on m'en parlait encore récemment, on se moquait de moi parce que à table, je m'endormais. Enfin, en dîner avec des copains et des copines, je tombais pas, je mettais pas l'assiette, mettais pas la tête dans l'assiette, mais Mais presque. quasiment. Euh, Ouais, donc c'était un an et demi de et boulot où tu bah, voyais un an pas et tu voyais demi pas le jour, quoi. ouais, et puis surtout le pire, c'est que on gère sa boîte, et puis on a une tempête de cerveau en permanence, quoi. Ouais. Donc on revient le lundi matin dans la boîte et puis on a 50 000 idées. Et puis Mmh. et donc là, c'est aussi très très dur De se de se canaliser. calmer et de se canaliser Ouais. et de faire des choix. Donc en faisant ça, malgré tout, à la fin, en fait, je me suis rendu compte que bah, mon évolution, c'était d'aller bosser à San Francisco. Alors, j'y allais tous les trimestres, j'y allais assez souvent. C'est pas une ville qui m'attire spécialement. Enfin, je préfère la côte Est. Et je me suis dit, non, en fait, j'ai pas vraiment envie de jouer ce rôle-là. Surtout que moi, étant patron de pays en France, quand les mecs de l'international venaient en disant, bon, alors, on va faire ci et ça, Mmh. je disais, ouais, ouais, super, Joss, on va le faire. Et puis, quand la porte se fermait, je disais à mes équipes, bon, on fait comme on a dit, ne vous inquiétez pas. Donc, je n'ai pas trop envie de me retrouver dans cette position-là. Et donc, effectivement, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, il fallait que je me lance moi-même. Il y avait pas de raison j'avais pas besoin, en fait, d'une grosse boîte pour lancer des projets. Et Ouais. puis, j'avais plus tellement envie. Donc, effectivement, j'ai lancé Hobby qui est encore dans la ligne, hein, parce que c'est un magazine participatif éditorialisé. Donc là, c'était l'idée venant de ZDNet qu'on avait des communautés euh, hyper pertinentes et hyper compétentes sur des hyper sujets, chacun. Donc c'est l'intelligence collective qui est intéressante, mais individuellement, c'était potentiellement compliqué. Et donc j'avais monté une sorte de Wikipédia du magazine avec des spécialistes du vin, des spécialistes de tous les sports qui ne sont pas les sports qu'on voit à la télé, mais qui sont vraiment pratiqués par les gens. Donc le basket, le handball, enfin tous ces sports-là qui sont en fait, D'accord, ouais. quand on regarde le nombre de participants, c'est absolument énorme. Et en fait, il y a une couverture médiatique qui est assez faible. Mmh. Donc c'était à l'époque du concept de la long tail. Donc il y a Ouais. les principaux artistes ou sujets, etc. Puis il y a cette long tail de contenu à couvrir. Euh, et là, on était fin prêt pour faire une levée de fonds en juillet 2008. Tout le monde nous a dit on se rappelle en septembre. Et puis en septembre, il y a Lehman Brothers qui fait faillite. Et là, on s'est dit bon, ok. Ouais, justement, j'allais Ouais. et vous aviez déjà quand même du trafic à ce moment-là? Ouais, ouais. On OK. avait une communauté, on avait monté un site, surtout on avait monté une techno. Et cette techno, en fait, bah, pivot toujours intéressant dans une startup, hein, c'est quand on n'arrive pas à vendre sur le modèle économique du début, qui était celui de la pub,
pub spécialisée, verticalisée, où il restait quand même des CPM assez intéressants. On s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, on avait une techno qui intéressait des éditeurs. Moi, j'avais passé plus de 10 ans au Geste, qui est une association d'éditeurs où il y a Les Échos, Le Monde, Libé, Figaro et compagnie. Et en fait, à cette époque-là, Philippe Janet était le patron des Échos, enfin la version en ligne, et lançait leur premier forum, les cercles, ce qu'ils sont appelés les cercles, qui était faire parler des entrepreneurs et justement avoir alors donc déjà à l'époque, et avoir tout un système de modération et de suivi de la qualité, de la pertinence de la personne qui parle, etc. Et c'est ce que nous, on avait mis en place en fait dans la tech qu'on avait D'accord. développée. Et donc, en fait, cette techno a servi à. Enfin, il y avait lui, puis deux autres sites, mais on a vendu la techno en marque blanche pour des sites qui avaient besoin de gérer des communautés. Et ça, c'était en quelle année ça? Vous l'avez vendu? Euh, Ça, c'est en 2008, 2009. 2000, ouais. 2009, voilà. En fait, Donc, on a fait toute la. On a continué à vendre la techno, et puis après, on n'a pas ouais. continué parce que c'était pas le but au départ, et puis parce que j'étais rappelé par Marie-Christine Levé, qui avait créé Club Internet en France, et Alain Veil, sur Next Radio TV interactive, où il y avait 01net qui était le concurrent de ZDNet à l'époque, RMC, BFM TV, etc. Donc je suis aussi reparti un moment quand les finances étaient un peu compliquées, Ouais. qu'on vous rappelle dans les maisons où il fait chaud, il faut y retourner, il n'y a pas de problème. Ah, ça doit être fou quand même de prévoir justement, bah, c'était l'été, tu nous as dit justement enfin, dans ta tête, tu dois sûrement, tu dois avoir l'argent, enfin, tu sais que ça va arriver, tu sais que tu vas pouvoir lever des fonds et après du jour au lendemain, bon, un peu comme je pense un peu beaucoup d'entreprises l'ont vécu avec la pandémie, mais ouais, en fait, tous tes Alors, plans changent, quoi. ouais, alors il faut dire qu'on savait déjà que lever des fonds sur un média, c'était hyper compliqué. Ouais, très Donc rare. déjà, honnêtement, c'était pas du tout garanti. C'est pas que le Ouais, chèque c'était pas acquis, ouais. était prêt, c'était pas du Ouais. tout acquis. De toute façon, je pense qu'on aurait eu, on aurait eu du mal. Euh, Dans l'autre aventure avec Frédéric Tadei sur Newsring que tu as mentionné, il y avait Webedia derrière, puisque Cédric Ciré, que je connaissais aussi de la première époque, m'avait appelé pour travailler sur ce projet-là. Pour le coup, là, j'étais pas du tout à l'origine. L'idée était de créer un site web de qualité, enfin un site de débat de qualité, à l'époque où Twitter était encore de qualité. La balle perdue. Et... et par contre, les communautés, pas du tout. Voilà. Et donc là, il y avait un enjeu qu'on n'a pas remporté, hein, parce que sinon ça se saurait. Euh, mais en même temps, j'ai pas tellement de regrets, parce que quand je vois ce que c'est devenu, je pense que ça reste la chose la plus difficile à faire sur Internet, c'est-à-dire d'avoir un débat de Ouais. qualité et intelligent avec beaucoup de personnes. Je pense que c'est quasi mission impossible. Ah ouais. Ouais, non, donc en 2015, là, on va quand même avancer un peu plus vers grosso modo, enfin, ta grande entreprise. Donc en 2015, donc, tu as décidé de lancer Ocus, c'est ça? Avec ton associé Thibaut et l'agence Cosa Vostra, notamment celle de Mathieu Stéphanie. Ouais. Euh, Comment ça s'est passé exactement? Comment vous êtes retrouvés avec Cosa Vostra, même ta rencontre avec ton associé Thibaut? Comment est-ce que ça s'est passé? Et surtout, comment est-ce qu'on peut monter une boîte avec autant de... Enfin, là, on parle même pas d'un associé, on parle d'une agence. Donc, comment est-ce que ça se Autant passe en d'acteurs, termes ouais. d'association? Ouais. Alors, c'est Ouais. pas simple. Je le referai pas forcément. Euh, mais là aussi, en fait, c'est un peu un hasard. C'est que à cette époque-là, c'est l'époque où j'ai vendu la boîte de Raphaël Labbé, You Like, à l'Express. Ouais. J'aidais pas mal de Ouais. boîtes. En fait, j'avais trouvé, comme j'étais entre les entrepreneurs et les groupes médias, j'ai vendu pas mal. Enfin, quand j'avais une sorte d'activité de banque d'affaires, mais vraiment d'un point de vue business, c'est-à-dire que comme je connaissais vraiment bien les médias, je savais ce qu'ils recherchaient, puis je connaissais pas mal de startups, je faisais le lien d'un point de vue business. Moi, j'avais beaucoup de temps parce que c'était super lucratif. Et j'aidais pas mal de gens. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais participé à pas mal de projets en mentorat où on me disait: «T'as du temps pour bosser sur un truc?» Je disais: «Ouais, ouais, le sujet m'intéresse.»
Et on s'est retrouvés, tous les 3 sur un sujet qui m'amusait parce qu'il avait l'air, super facile, et en fait, il était, très artisanal. C'est, en fait, comment est-ce qu'on industrialise, la production d'images, sans casser le jouet? C'est-à-dire, en étant aux antipodes de l'ubérisation de la photographie, puisque c'était vraiment exactement l'inverse. C'est-à-dire en ayant une rémunération, qui soit juste, pour les photographes, en créant un prix qui soit, écoutable ou entendable, par les clients. Et en fait, on avait une distorsion dans le marché à l'époque, c'est que si on appliquait le tarif du photographe à l'unité, sur nos clients qui sont, Uber Eats, Just Eat Takeaway, Airbnb, à l'époque tous les réseaux immobiliers et cetera, en fait l'équation elle marchait juste pas, quoi. Et donc nous ce qu'on a fait entre les 2 c'est, industrialiser dans le bon sens du terme, un processus qui était super artisanal où en fait tout le monde perdait énormément de temps. Et si on arrivait nous à avoir un pouvoir de négociation auprès des clients, pour protéger quand même les tarifs, enfin et la valeur de l'image, et que par ailleurs on faisait gagner du temps à tout le monde, beh, ramener au taux horaire, en fait un photographe pouvait être super bien payé si c'est super efficace parce qu'un shooting se passe en 20 minutes, et donc là c'est, on avait calculé, hein, c'était 7 fois le SMIC. Donc on n'avait pas de débat sur la question de la rémunération, même si les autres le faisaient pour nous, hein, mais ça c'est souvent le cas. Et en fait, on a commencé ce projet-là par un lead, en fait, on dirait, où, c'était, quelqu'un qui connaissait le directeur, financier d'un gros réseau d'agences immobilières, et on a fait un test avec eux. Enfin, on a fait une présentation, on est vraiment y allé en mode PowerPoint, avec toute l'arrogance qu'on peut avoir quand on a que du PowerPoint. Et le gars en Ouais. face a été très smart, il a compris qu'on avait absolument rien. Il nous a dit: «C'est exactement ce dont j'ai besoin, mais vous n'êtes pas prêts. Donc revenez quand vous êtes prêts». Donc on a perdu, ce premier réseau et on a signé, tous les autres 6 mois plus tard parce qu'on avait compris, je pense le plus important, et ça on y reviendra peut-être, mais le plus important, c'est le besoin, le problème que le client essaye de résoudre, quoi. Enfin, c'est pas la Mmh. techno qu'on peut lui apporter. Aujourd'hui, on pourrait faire du no-code, on pourrait bidouiller, on peut faker, avec du Mechanical Turk, avec des humains derrière, sans aller jusqu'au problème de la rémunération, qu'il y a aujourd'hui sur ces plateformes, mais bon. Ouais. Hem Et on peut le faire bien aussi. En fait, c'est la clé, en fait, c'était de comprendre quel était leur problème, et d'apporter une solution à leur problème de leur côté, et aussi comprendre quelle était la problématique des photographes, qui était notamment, d'arriver à garantir un minimum de revenus, pour pouvoir faire derrière du photojournalisme ou de la photo artistique. Et c'est en fait en écoutant ces deux problèmes et en se mettant au milieu, en se disant: «Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de résoudre ça?» Et en fait, par de l'excellence opérationnelle, on y arrive parce que ça devient simple pour tout le monde, accessible, Mmh. et on peut, scaler comme on dit, ou mettre à l'échelle. Mmh. Super, c'était une idée du coup qui plaisait à ton frère qui était photographe ou pas? Tu Non, plutôt, alors c'était pas le nous, on a toujours eu ce problème-là que, autour de nous, il y avait d'autres acteurs, qui avaient tendance à vraiment forcer, l'uberisation, donc oui, ça a pu, faire quelques débats. Hem, Ouais. mais c'est souvent le cas, en fait, c'est que le positionnement des boîtes de l'intérieur ou les valeurs, d'une boîte, c'est pas toujours ce qu'on en dit à l'extérieur. Donc c'est pas très grave, il faut assumer, et Ouais. puis voilà, rester droit dans ses bottes, ouais. par contre. Alors aujourd'hui, tu es plus dans le board, hein, de Hocus, mais tu quand même jettes un œil à ce qui se Si, passe, c'est un peu ça? C'est quoi? je Ouais, je c'est je quoi? je suis au board, Tu dans le board, mais OK. en fait, j'ai quitté mes fonctions opérationnelles parce qu'il y a 3 ans, j'ai injecté de l'IA, dans Ocus, dans une première période sur ce qu'on pouvait faire sur les images, et dans une deuxième période et qu'on est toujours en train de travailler là, sur, là où on peut encore optimiser les process, opérationnels, parce qu'on est arrivé un peu à la fin de l'automatisation. Enfin, en tout cas, on a fait un peu tout ce qu'on Ce qui pouvait, était faire, possible de faire sur en tout cas. l'automatisation. Ouais, Et en voyant ça, en fait, et en repensant à toute cette histoire aussi, je me suis dit: «Je peux pas laisser passer l'IA, si, bien sûr. il y avait un train, internet, il y a une fusée IA, donc faut absolument que je dégage du temps pour ça, quoi». Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. OK, génial. Et ben, on a
2-3 points qu'on aimerait beaucoup, aborder avec toi. On est curieux d'avoir ton avis, ton opinion et puis d'échanger sur ça. Alors, il y a, une valeur qui te tient énormément à cœur, c'est l'éthique et la responsabilité sociale des entreprises, surtout aujourd'hui dans un monde avec l'IA où tout, on se lève chaque matin, il y a une nouvelle techno qui sort, il faut toujours se mettre à jour sinon on rate, train après train, hem, notamment avec l'IA. Heu, pourquoi c'est si important pour toi aujourd'hui l'éthique et la responsabilité sociale et la durabilité? Bah, c'est important pour moi parce que c'est un peu un constat d'échec, de ma génération et de la génération précédente où, grosso modo, depuis les années 70, enfin, tout ce qui se passe aujourd'hui sur le climat, était écrit, documenté, tous les scientifiques de la planète, On avaient le savait prédit quoi. exactement ce qui se passait. C'est pour ça que quand Macron dit: «On pouvait pas prévoir», cette fameuse phrase, ça a fait sauter, enfin, tout le monde, sur place. Mais, Mmh. et en fait, la responsabilité individuelle, si je regarde ça factuellement, en fait, elle suffit pas dans un système, économique dans lequel on vit, heu, à ce que les entreprises, et je parle de toutes les entreprises, pas que les grosses entreprises, s'y mettent vraiment. Si on regarde ce qui s'est passé sur les grosses entreprises, c'est finalement l'État qui a forcé plein de normes, à partir d'un certain nombre de salariés, d'avoir des obligations, là-dessus et sur ces sujets-là. Et ce sujet-là, il est vaste, hein. C'est la planète, mais c'est aussi les gens, c'est social et environnemental. Hem et en fait, mon constat, c'est que, ça a pas marché, la première fois. Et on se, réveille, 30 ou 40 ans après et en se disant: «Oups, maintenant, on se donne des objectifs et ça devient quasiment impossible, à faire». Et le problème, c'est que on parle d'IA, donc ça va aller 3 fois plus vite. Les impacts vont être, bien plus importants, en termes de puissance et surtout, vont toucher beaucoup plus de sujets. Ça va toucher les sujets économiques, ça touche les sujets de diversité, ça touche les sujets de la planète, bien sûr. Et donc quand je me suis posé la question, si je repars, sur ce projet, que j'ai nommé, ethical.biz, AITHICAL.biz, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut développer, un business, avec une IA éthique. J'ai rajouté, l'éthique parce que je me suis dit: «Sinon je vais me retrouver en fait dans la même situation» où je vois plein de gens autour de moi qui se disent: «Bah, c'est pas grave, on va faire tourner des serveurs, dans tous les sens». Là on arrive sur l'IA ça correspond à peu près à l'impact de la Suède, juste les GPU, qui tournent, hein. Enfin prévision 2027, mais comme ça va 10 fois plus vite, je pense que dans 2 ans on va se dire: «Oups, bah, tiens finalement, c'était un peu avant». Hem et donc, moi, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi d'un point de vue individuel quand j'ai fait des boîtes. Et en fait, je me pose la question de savoir si ça suffit. Visiblement non, parce que tout le monde ne se pose pas la question. Donc il y a 2 manières de corriger ça. C'est par de la régulation, des gouvernements, ce qu'il faut, ce qui est forcément, nécessaire, mais ce qui a plein de biais, derrière parce que ça va rajouter des contraintes, ça a été toutes les discussions sur l'IA Act qu'on a vu, récemment. Et je pense qu'il est plus important de commencer par le commencement, c'est-à-dire, les entrepreneurs, et d'être clair sur le fait que ce sont des sujets hyper importants et que c'est là pour faire du business. C'est pas là pour limiter le business. Par exemple sur Ocus, j'ai, commencé, enfin on a mis en place la certification pour être Bicorp, on ne l'est pas encore. C'est parce qu'on a la conviction qu'on ne signera aucun deal, avec des grands comptes, dans les prochaines années si on n'est pas sérieux sur ces sujets-là, parce que eux mêmes ont une Bien obligation sûr, ouais. de de faire appel à des prestataires, qui font pas n'importe quoi. Donc c'est pas du tout antinomique avec le business, c'est juste quelque chose qui doit être, là, moi j'y pense d'un point de vue, personnel et ça à la limite, c'est mon histoire, enfin c'est l'histoire de chacun. Mais je suis pas là pour évangéliser ou convaincre, d'autres personnes, sur le sujet. Je suis pas un militant de cette cause-là. En revanche, en tant qu'entrepreneur, je pense que ça doit être mis au centre et expliquer que,
enfin ce que je viens de dire, que c'est pas contradictoire avec le business. C'est en fait un vrai business sustainable. Il y a deux manières de l'entendre. Un bon business, c'est un business sustainable en fait. Et un bon business, il se base sur des clients qu'on n'arnaque pas, sur des prestataires qui sont pas payés au lance-pierre, sur Ouais. une création de valeur qui tient dans le temps, Et sur l'impact et en fait, environnemental aussi. et aussi sur l'impact Ouais, c'est environnemental, ça. mais c'est une, c'est l'impact environnemental, il vient dans une des composantes, et donc typiquement dans l'IA, il vient sur les usages des LLM notamment, et la sobriété technologique qu'on peut avoir, parce qu'il y a des tâches assez simples qu'on faisait en NLP, donc Natural Language Processing, il y a 10 ans, qui marchent très bien, qui utilisent des CPU, c'est-à-dire des processeurs classiques, et pas les GPU qui sont extrêmement énergivores. Euh, et en fait, si on reste juste sobre enfin, si on a un besoin qui est par exemple, je sais pas, de nettoyer des données quelque part, bah, en fait, c'est probablement plus simple d'aller faire du NLP qui consomme 100 fois moins, ou 1000 fois moins d'ailleurs, que j'ai vu dans une étude récemment, qu'un GPU. Mais tout ça, c'est un ensemble. C'est comme, enfin, c'est comme quand on consomme quelque chose, il est pas question de faire du gâchis. Enfin, Ouais, c'est un ça peu, n'a pas de sens. c'est un peu comme si on se disait, pour, le choix entre 2 ordinateurs, un qui coûte, 500 €, un qui coûte, 3 000, si c'est pour faire du Word, les 2 sont Ouais. capables de le faire. Pourquoi aller gâcher, 2 500 € dans un ordinateur qui est potentiellement peut faire la même chose, quoi? L'IA n'est Mmh. pas la solution tout le temps, pour tout. C'est pas parce que c'est un peu trendy qu'il faut en foutre de partout, n'importe comment, quoi, à n'importe quel Alors, prix. oui, ce serait cette comparaison avec en plus, rajouter que l'ordinateur à 3 000 €, consommerait 1000 fois plus. Ouais, Ce qui est pas ouais, bien sûr. forcément le cas dans ton exemple. Oui, oui, bien sûr. Mais après, oui, c'est en fait, enfin dans l'histoire de l'industrie, ça a toujours été le cas. Il est pas, enfin, il est question de, si on veut s'en sortir, entre guillemets, il faut faire très attention à ce qu'on consomme et donc ce que ça coûte, parce que Ouais, in fine, ça se retrouve quelque part, bien sûr. euh, Ouais. pour créer un service qui ait une valeur qui soit pas inférieure à la consommation du dit service, quoi. Ouais, il y a un autre sujet, voilà, on en parle quand même assez beaucoup pendant nos épisodes. Enfin, même moi, j'en entends quand même pas mal parler, mais on n'a pas toujours l'opportunité vraiment de plonger vraiment le sujet. C'est les valeurs d'une entreprise. Quand on monte une entreprise, avant de recruter des personnes, on aimerait justement écrire pas un playbook, mais vraiment on crée des valeurs pour que une fois qu'on va Une vouloir sorte de recruter charte une. un peu? Ouais, c'est ça, une sorte de charte comme ça. Comment est-ce que concrètement ça se passe? Comment est-ce qu'on construit ça en fait? Et comment justement on garde ça dans toute Sur le long la. terme. Ouais, sur du long terme, Bah alors, exactement. généralement, les boîtes s'y mettent trop tard. Il y a pas longtemps, je discutais avec une entrepreneuse qui avait 19 personnes dans ses équipes et qui commençait à se dire, j'ai peur de perdre mes valeurs. Alors je dis: «OK, c'est quoi tes valeurs?» Puis elle commence à m'expliquer, puis je vois bien que c'est ses valeurs à elle, en fait, et ce qui est très bien, hein, il y a pas de mais en fait, généralement, on s'y met trop tard parce que c'est quelque chose qu'on peut faire au tout début. Heu et ensuite les valeurs, il y a les valeurs généralement qui viennent des entrepreneurs parce que c'est juste eux qui ont commencé, et quand je dis entrepreneurs, c'est le petit cercle du début, hein. C'est eux qui ont commencé et qui ont donné un peu la direction. Mais là où ça devient complètement faux, c'est quand on se dit: «On prend ces valeurs-là, on les affiche sur les murs, avec des néons, clignotants, et on se dit que tout le monde va suivre, ces valeurs», et donc c'est évidemment totalement caricatural. Donc ce qui est compliqué, c'est vraiment une discussion, voire un débat sur quelles sont les valeurs supposées, de l'entreprise, et donc là, on se met autour d'une table et on jette des mots et puis on se dit: «Tiens, est-ce que ça correspond, à quoi ça vous fait, penser, la boîte dans laquelle on est?» Hem et puis on essaye de se mettre d'accord, sur les mots, et après il faut que ce soit vraiment, heu, je fais un anglicisme parce que je le vois pas en français, mais top down et bottom up. C'est-à-dire que, évidemment que c'est top down parce que sinon on partirait dans tous les sens et on arriverait avec des espèces des valeurs Ouais. totalement,
enfin, soit totalement générique, soit totalement à côté de la plaque. Mais ce qui est le plus important, c'est le bottom-up, c'est que les valeurs, elles évoluent au cours du temps, et que ça, c'est les équipes qui doivent, qui sont un peu les garants aussi que ces valeurs sont réelles. Et puis la troisième chose, donc ça c'est un processus itératif et qu'il faut faire assez régulièrement. Et la troisième chose, c'est de s'assurer que dans la journée, au cours de la journée dans une boîte, euh, on est raccord avec nos propres valeurs. Le cas classique, c'est une boîte qui se dit super green, machin, voilà, et puis, Ouais. met en place des poubelles de tri à la machine à café. Et puis tous les jours, on se rend compte que tout le monde mélange tout dans la poubelle. Ouais. Je dis ça, c'est un cas réel en fait. Ah ouais? Ah ouais. Justement, ça se Ouais, ressent. ou alors ceux qui font des tris, mais ceux qui ont genre 2 millions d'emails non lus dans leur boîte mail. Ouais, voilà, exactement. Ça peut être un truc d'un côté, je fais super attention à quelque chose, Ouais, et puis de l'autre côté, voilà. Et bah donc, ouais. typiquement, ce qu'on a mis en place aussi, ce qu'on a fait aussi chez Ocus, des ateliers où on a fait des ateliers qui sont organisés par. Il y a plein de boîtes qui organisent ça, donc il n'y a aucune excuse pour ne pas faire ce genre de truc. Mais c'est génial parce que c'est du bon sens, mais tout le monde se rend compte l'énormité du problème. C'est-à-dire que nos drives, que ce soit Dropbox, Mail, enfin Google ou autre, en fait, il y a un nombre de téraoctets de données qui ne servent généralement absolument à rien. Dans nos propres mails, avec toutes les alertes, en faisant une simple recherche sur le système, enfin le CRM qui renvoie des alertes par mail, etc. En fait, on se Ouais, retrouve avec 2000 ou 3000 emails. Enfin, ça, c'est énorme. Et on est allé même jusqu'au téléphone portable. Et en fait, c'était organisé comme un jeu. C'était à la fin, il y avait une sorte de petite compétition de celui qui avait réussi à nettoyer le plus de données. Mais au-delà de l'aspect rigolo et ludique, en fait, je me suis vraiment rendu compte en le faisant que ça faisait vraiment, c'était une prise de conscience de tout le monde, et qu'on était aligné avec les valeurs qu'on prétendait avoir aussi. Donc, ouais. Ouais. c'est tous ces petites dissonances cognitives qu'on peut avoir quand on n'est pas super au clair là-dessus, qui font que je pense que, j'ai pas de chiffre là-dessus, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui disent ouais, ouais, ce qu'on nous raconte, enfin, ce que les boss ils nous racontent et ce qu'on est en vrai, ça n'a Ouais. absolument Ouais. rien à voir. Regarde hier, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc c'est super dur à tenir parce que c'est une sorte de rigueur permanente, et on est toujours à deux doigts de faire un pas de côté. Et le pas de côté, il y a une manière de l'expliquer aussi, le pas de côté, c'est pas très grave. On fait tous des erreurs, on fait tous des boulettes. Mais c'est d'être clair sur le fait que, ah tiens, là, effectivement, bah, on n'a pas été, Ouais. Ça ça n'a doit pas pas été être génial. évident de garder ça sur le long terme aussi parce que c'est pas forcément des efforts auxquels on voit les résultats. C'est pas parce que on supprime tous les mails, on fait attention à ça, qu'il fait plus beau ou qu'il y a plus de soleil ou que ça réduit un petit peu ça. On s'en rend pas compte directement. Donc je pense que c'est ça aussi qui pourrait être important. Et puis il y a un message aussi que je voudrais un petit peu retraduire de ce que tu disais. Je pense que c'est important, même pour nos auditeurs, à notre échelle faire le tri, toutes ces choses-là un petit peu classiques sont importantes. Mais aujourd'hui, dans un monde où ça va beaucoup plus vite, et bah, fermer ses onglets régulièrement sur Internet, ça permet d'économiser beaucoup de data. Pareil, les emails, les supprimer quand ils viennent, tous les mails qu'on reçoit peut-être 10 fois par jour de grosses entreprises qui sont même parfois du spam, rien que les supprimer, tout ça, je crois que c'est des choses qui sont Ouais. importantes et qui ont finalement un résultat sur l'environnement. J'ai du Donc mal à ouais, voir ça changer, pour être honnête, hein. J'ai un peu du mal à part si tu mets rien à la clé derrière, enfin, en vrai, c'est surtout, je pense justement aux patrons d'entreprise, comme tu nous l'as dit, de mettre des certaines, ouais, des valeurs et peut-être communiquer dessus, parce que je vois pas comment est-ce que les gens, ils pourraient prendre ce réflexe-là de, justement changer Ouais, et je trouve je ça serais un peu ridicule. plus positif que toi parce que, notamment dans les gens de la génération, de votre génération, ou les moins de 30 ans, on va dire, c'est des choses qui sont hyper importantes pour eux. Et en fait, nous, quand on a mis ça, quand j'ai commencé à bosser là-dessus chez Ocus, j'ai commencé tout seul parce que
je pouvais pas perturber le business avec ces trucs-là et c'est un sujet hyper compliqué. Enfin, en l'occurrence, là, je parle vraiment de Bicorp parce que ça a plein d'implications, même dans les statuts de la société. Enfin, c'est un truc, il faut être cofondateur pour le faire, quoi. Ou Ouais. alors on est une super grosse boîte et puis on nomme quelqu'un pour le faire. En fait, c'est rigolo parce que les gens sont venus me voir en disant ah, mais c'est marrant parce qu'en fait, mes critères, c'était d'être une boîte responsable, d'entrer dans une boîte responsable. Quand je suis rentré, en fait, vous l'étiez pas vraiment parce que vous travailliez pas sur ces sujets-là, en tout cas, c'était pas visible. Et je suis venu parce que je vous ai trouvé sympa et que j'ai trouvé le modèle cool. Et maintenant, c'est cool parce qu'en fait, tu es en train de me dire que oui, c'était là, mais Ouais. c'était pas visible. Et quand on a fait ces ateliers-là dont je vous parlais, de juste faire le ménage dans ses Ouais. boîtes mail et sur son portable, téléphone, en fait, c'était eux qui étaient, j'ai l'impression que c'était eux qui étaient plus en demande et alors je sais pas si tout le monde le continue, mais en tout cas moi je sais que je le fais, et généralement c'est comme faire une fresque du climat ou faire un atelier, d'automne. Mmh. C'est vraiment des choses qui laissent des traces, d'un point de vue individuel, en plus Bien du sûr, fait ouais. que, ces générations-là, sont sensibles, à ce Ouais. sujet-là. Ce qui n'était pas le cas des autres, hein, Après la ou la France, métro. c'est quand même ça reste un pays où on communique quand même énormément là-dessus. Donc c'est Ouais, ouais. Par rapport à d'autres, en tout cas. Ouais, ouais. Par rapport à beaucoup On ne plus. on ne nommera personne. Exactement. Alors, on va parler un petit peu, je crois, de ces personnes qui sont tes meilleurs amis, les Zuckerberg, les Musk, euh, Jeff Bezos. Bezos, Sam Altman, tous ces grands entrepreneurs, même Jensen Huang, le CEO d'NVIDIA, euh, tous ces grands entrepreneurs, ces gros noms, qui sont certainement pas des exemples, en tout cas, sur tout ce qu'on vient de raconter depuis les 10 dernières minutes. Euh, Ils peuvent un petit peu paraître comme être des modèles, des entrepreneurs successful, Pour les jeunes en tout cas, euh, ouais. du moins pour les jeunes. Dans l'épisode avec Vincent Kutkovitch, il nous disait, voilà, si je pouvais poser une question, je leur demanderais, est-ce qu'il faut vraiment être un sale type pour pouvoir vouloir changer le monde? C'est quoi ta vision, ta perspective à toi, Julien? Comment est-ce que tu vois ces grands entrepreneurs-là? Alors je mets pas tout le monde dans le même panier, mais Ouais, certains que tu as cités, tu peux y sont. aller de toute façon parce qu'ils nous Oui, oui, non, écouteront pas, mais donc. ah non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Non, mais en fait, je ramènerais ça à, ouais, je pense que peu de gens le font. Je ramènerais ça à de la politique, en fait, au vrai sens du terme. Je sais pas pourquoi, on a toujours peur de mélanger entrepreneuriat et politique, mais c'est tellement segmentant. Enfin, je veux dire, suivant de quel bord politique on est et les actions qu'on a derrière. Et parmi les gens que tu as cités, il y en a pas mal, donc Elon Musk, Peter Thiel, non, tu l'as pas cité, mais qui sont des ultra-libertariens. Et je ne sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, l'entretien entre Elon Musk et ce journaliste de CNN, qui s'est fait virer derrière, heu et qui, heu et qui lui demande, le mec est vraiment super bon, il lui dit, enfin, il lui reprend ses tweets et lui dit: «Mais ce que vous affirmez, n'est pas un fait et je vous sors, heu, les études, les recherches sur le sujet, c'est pas le cas». Et en fait, on se rend compte dans cette discussion, vraiment il faut le voir, hein, c'est à partir de la 30e minute, on se rend compte dans cette discussion l'état d'esprit d'Elon Musk. Et on voit le gouffre entre lui et il se trouve que c'est un journaliste, mais quelqu'un qui essaye de chercher la vérité, en fait. Évidemment, la Ouais, vérité n'existe pas, mais en tout cas, qui part du principe que plus on est factuel et plus on réfléchit à des sujets, moins on risque de tomber dans des théories conspirationnistes, ou etc. Et moi, ce qui me surprend, c'est que on parle de ces gens-là sans jamais montrer leur bord politique. Peter Thiel, pour la petite histoire, c'est celui qui a écrit From Zero to One, que Ouais. j'ai lu. Je l'ai relu récemment. Et là, avec horreur, je me suis rendu compte c'était encore pire. que quelle était sa thèse. En fait, sa thèse, c'est: «Les gars, allez-y, cramez tout ce que vous voulez, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on fait de l'attraction et c'est comme ça qu'on fait du business». Le patron de Uber, l'ex-patron d'Uber qui s'est fait virer, Travis Kalanick, avait une phrase qui disait,
break it, un truc dans le genre, on casse et on verra plus tard. Ouais. Ce qui explique Uber, hein. On arrive dans des pays, on n'en a rien à faire, Des taxis, des de la loi ouais, locale, voilà, de la casse sociale qu'on pourrait faire sur un domaine, alors qu'il y avait plein de manières, ce qu'ils ont fait finalement sous la contrainte, mais il y avait plein de manières de le faire de manière un peu plus intelligente et de faire beaucoup plus de business pour Uber d'ailleurs, parce qu'ils finalement, ils ont été assez limités, par la régulation. Et ces gens-là font effectivement partie d'une catégorie ultra-libertariens qui sont des gens qui pensent, Amazon, en fait partie, qui pensent avoir cramé la planète et que donc il faut aller sur Mars, parce que cette planète est cramée, Ouais. mais c'est quand même eux qui l'ont cramée, quoi. Donc je n'ai effectivement aucune empathie, pour ces gens-là. Heu et c'est vrai que ça en plus, ça donne l'idée que pour être entrepreneur, il faut être un salaud. Ce qui est évidemment pas le cas, parce que si on essaye d'être un peu factuel, c'est le fameux biais, du survivant. On ne peut pas avoir un apprentissage sur des exceptions qui sont des survivants, Ouais. qui ont été dans des conditions extrêmement, spécifiques, pour en tirer une règle générale. Donc le biais du Bien sûr. survivant, c'est ça, en stats, c'est connu, c'est, on prend, 1 ou 2 cas, qui sont, super exemplaires et on en tire une, une Conclusion, conclusion en disant: ouais. «Bah, regardez, pour être entrepreneur, il faut être Elon Musk». Je pense que c'est, exactement, l'inverse et d'où mon point sur l'éthique derrière, c'est que, on évidemment, je pense que Elon Musk ne fait pas partie de cette catégorie-là, mais il faut se poser la question, au tout démarrage de l'entrepreneuriat, de comment est-ce qu'on peut faire, comment on peut, Bien être sûr, un ouais. entrepreneur, éthique. Et c'est vrai que c'est assez surprenant et c'est très aussi, de ce que nous ramènent, les États-Unis, heu d'avoir cette image de l'entrepreneur qui grosso modo, fait tout ce qu'il faut pour, faire du business, sans regarder le reste et qui comme Bill Gates, arrivé, à 70 ans, tout d'un coup, devient arrivé en haut de la pyramide de Maslow, on va dire, il se met à redonner et à faire des fondations, dans tous les sens. C'est très, très éloigné, je trouve, de ce que c'est qu'être un entrepreneur en France ou même aux États-Unis. C'est vraiment plutôt des exceptions que des règles. Ouais. Hem, mais c'est vrai que ça va assez loin. Peter Thiel, c'est quand même le gars qui a monté une boîte, qui fait de l'espionnage, heu, dans le monde, enfin qui Ouais. sont, très proches des militaires américains, enfin de l'armée américaine, pardon. Ça s'appelle Palantir. Quand on regarde ce que fait Palantir, c'est terrifiant, mais terrifiant. Et le gars était, conseiller de Donald Trump. Alors là, ouais. pour une fois, c'était à peu près raccord. Mais c'est marrant, j'entends jamais personne, dire que Peter Thiel était le conseiller de Donald Trump, va peut-être le redevenir d'ailleurs parce que Ouais. qu'on va le retrouver. Et c'était, le cofondateur, de PayPal avec Elon Musk. Tu penses que ces gars-là, ils dorment bien? Ils dorment sur leurs 2 oreilles, Ah oui, oui, ouais? Ouais. Dans leur belle villa, ils n'ont aucune conscience, sur mais ce qu'ils font, quoi. C'est business, business et on la veut la révolutionner le monde, quoi. la planète est truffée de salauds, il y a pas de il y a Ouais. pas de problème. Hem, enfin, je veux dire dans l'histoire, enfin, dans l'histoire ou dans les guerres, évidemment que Bien sûr. alors c'est pas des gens, enfin, ils doivent avoir un système, je serais curieux de savoir ce qui se passe dans leur cerveau, je sais pas en vrai. Mais il doit y avoir des systèmes de sauvegarde pour se dire que, d'autopréservation, pour se dire que c'est pas forcément des salauds. Mais, in fine, ça arrive Ouais, bien sûr. au cas où ils se posent pas la question, quoi. C'est quand même ouf parce que ces gens-là, ils ont quand même beaucoup, beaucoup de force, de moyens. Enfin, je pense notamment, je sais pas, Elon Musk, il tweet quelque chose, il peut changer la vie de je sais pas combien de personnes en l'espace de 2 secondes de tweet. Et c'est quand même fou. Et d'un autre côté, ils ont pas ces responsabilités de justement de politiciens. Enfin, ils- ouais, je trouve pas ça bon en fait de donner justement autant de force à justement Au à des gens comme pouvoir, ça ouais. en fait. C'est assez Bah, effrayant. Mais ça, c'est exa ouais. ouais, c'est exactement ce que dit, j'ai retrouvé le nom, c'est Don Lemon.
le gars qui a été interviewé, qui a interviewé pardon Elon Musk Sur la semaine CNN, ouais. dernière, sur CNN, regardez à partir de la 30e minute, c'est là où ça devient très chaud. Enfin, je veux dire, les 2 se bouffent le nez. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'il lui dit, Don Lemon. Il lui dit: «Mais, que vous pensiez ce que vous pensiez, c'est pas un problème, vous personnellement, mais est-ce que vous pensez pas que vous avez une responsabilité Bah, parce ouais. que vous êtes Elon Musk?» Et Elon Musk répond en disant, «Bah, non, moi je suis comme tout le monde et Bien je sûr. m'exprime comme tout le monde, sur Twitter». Ouais, mais Bon, tu peux bah, pas dire ça quand même. Tu peux non, quand bien quand sûr, tu mais fais voilà. ça ouais, ouais, je Ouais, comprends. Ouais, Ouais, je comprends la vérité. ouais. Mais à intéressant. côté de ça, parce que pour revenir sur le biais du survivant, c'est que, ou de l'exception qui ne confirme pas la règle, c'est que, moi dans les entrepreneurs que je vois, ces cas-là sont vraiment des exceptions. Je parle pas du niveau de réussite. Je parle du côté, je ferai tout, quel qu'en soit le prix, hem, pour le bien de mon business. Mmh. Hem, c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare et on est quand même sur une frange. Là, il se trouve que c'est ceux qui sont aujourd'hui les plus, visibles, mais on est déjà sur de l'ultra-droite américaine. Ouais, Donc enfin, on est quand même sur, c'est des extrêmes quand même. Ouais. Il se trouve que manque de bol, il y a un gros paquet de ces extrêmes qui est à la pointe, du mouvement, ouais. des startups, aux États-Unis, mais c'est pas franchement, c'est pas la majorité des Ouais, gens. ouais. Ouais, on se rapproche de la fin de l'épisode. Voilà, moi, il y a juste une question qui me prend un peu la tête en ce moment que j'arrête pas de me poser, donc je vais en profiter. Voilà, je vous ai tous les 2, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Le fait justement, par exemple, Elon Musk avec SpaceX, le fait qu'il justement il avance, enfin il travaille justement sur toute cette avancée-là, voilà, pour aller sur Mars, sur la Lune notamment. Mais en contrepartie, ça crée quand même un énorme impact sur notre planète. Pour chaque fusée, je me rappelle plus exactement des chiffres, mais est-ce que ça en vaut la peine vraiment? Est-ce que selon vous, ça en vaut la peine justement d'impacter cette Terre pour justement avancer, sur les autres planètes? Bah, c'est là où il y a où il faut pas que ça aille contre, contre le progrès scientifique. Le fait qu'on ait besoin d'aller sur les autres planètes, si on retire, le sujet, du climat, c'est, probablement la plus grande aventure scientifique ou peut-être que l'IA, sera aussi une Ouais, aventure. Souvent, c'est comparé d'ailleurs. On dit que l'IA, c'est bien plus compliqué que d'aller sur la Lune, par exemple. Hem, donc ça dépend quel est le on en revient à la volonté qui est derrière et donc aux valeurs qui sont derrière. Moi, je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut travailler. Il a, parce qu'il est malin le garçon, le fait par exemple qu'il recycle les fusées qui, se réatterrissent, fait qu'en fait, il a effectivement beaucoup moins d'impact que, avant, SpaceX. Puis Hem ça lui donne une bonne image ouais, à et côté ça de lui donne aussi à côté de tout ce qu'il fait à voilà, côté aussi. une bonne image. Ce qui moi, j'ai pas envie de limiter SpaceX. Je suis juste inquiet que, une personne comme ça ait un pouvoir c'est ça, ouais, ça revient, ouais. entre X, Tesla, heu, Neuralink. Neuralink et XAI. voilà, alors voilà, j'allais revenir sur l'IA parce que si vous avez vu les échanges de mails entre Sam Altman et Elon Musk, Ouais, j'ai vu. sur en fait, la prise de contrôle que Elon Musk voulait faire sur, OpenAI, c'est terrifiant. Ah ouais, bien sûr. Donc là, ce mec est vraiment, vraiment dangereux. Heu, donc voilà, donc moi, j'aurais pas envie de limiter, SpaceX, mais je pense c'est là où la régulation est importante. Il faut pas le laisser, faire ça, n'importe comment et notamment ce qui est inquiétant, c'est que maintenant la NASA, utilise, SpaceX et qu'en fait, il est en train de créer enfin, ils sont en train de créer un oligopole là, les 2, ou bientôt 3. Ouais, Même Arianespace, ça commence à poser des problèmes avec Arianespace qui était en fait, enfin, nous on a fait notre business avec Arianespace pendant les 30 dernières années à lancer des fusées des autres. Hem et donc c'est cette partie-là qui devient inquiétante parce que si, ils ont un oligopole, il est hors de question que ce soit des gens comme ça qui contrôlent, un aspect aussi important. Mais après sur l'impact, c'est peut-être une question plus générale, c'est que on peut pas, il y a des f il y a des fois où on a un impact négatif, en fait. Par exemple, prendre l'avion, dans certains cas, c'est nécessaire. C'est même un paradoxe parce que c'est nécessaire pour que les cultures se mélangent dans le monde.
Sinon, on Ouais. va tous rester dans nos petits Ouais, c'est vrai. territoires, etc. Donc le sujet, c'est pas d'interdire de prendre l'avion. Le sujet, c'est de faire en sorte que les émissions qui aujourd'hui sont à peu près 5% de l'impact enfin, global, soient réduits, euh, et que par ailleurs, on règle un problème aussi enfin, de justice, c'est que en fait, c'est 5% de la planète qui prend l'avion. Il se trouve Ah, que c'est le Ouais. même chiffre. Mais waouh. donc, c'est effectivement un peu, c'est un truc de riche, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour ça qu'il faut empêcher les gens de prendre l'avion. Après, être super clair sur quand tu prends l'avion, qu'est-ce qui se passe? Si tu peux avoir une alternative et prendre le train, et notamment en Europe, enfin, je veux dire, tu vas dans C'est quasiment plutôt toute Ouais, facile tu en l'Europe, peux aller plus. partout, bah voilà. ouais, c'est ça. C'est plus là-dessus, je pense qu'il faut sensibiliser. Mais c'est pour ça que c'est un sujet compliqué, c'est que oui, on peut pas demander à tout le monde d'arrêter de prendre sa voiture ou de prendre l'avion ou Ouais. de Ouais. consommer de l'énergie. Il faut le faire avec un cerveau, en fait. Mais par contre, supprimer ses mails de temps en temps, Oui, c'est possible. Ouais, ouais. C'est bien c'est ça. possible. Génial. On a des petites questions pour clôturer cet épisode, des questions un petit peu plus générales sur l'entrepreneuriat et sur tes avis. Déjà, la première question qu'on voudrait te poser, généralement, on demande, voilà, comment est-ce que... on aurait pu te demander comment est-ce que tu vois Ocus dans 5 ans, comment est-ce que tu vois certaines boîtes, peut-être dans lesquelles tu es encore en contact dans 5 ans, mais on avait plutôt envie de te demander, toi, avec l'expérience que tu as connue, voilà, la bulle avant Internet, après Internet, etc. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vois l'IA dans 5 ans? Alors celui qui répondrait à cette question, C'est une je le paye question à très 1 million de cher. dollars. Ouais, Hein. ouais, c'est ça. Hem, En termes de capacité, en ouais, termes alors moi de capacité. je répondrais en relatif. Si on regarde l'histoire de l'industrie, en règle générale et des nouvelles technologies, plus récemment, heu, dans 5 ans, on sera pas là où, on prédit de l'être, enfin ceux qui prédisent. Il y a des pans entiers qui seront allés 100 fois plus vite et il y a des pans entiers qui seront allés 100 fois moins vite. Et c'est ça qui rend, le sujet intéressant, c'est d'essayer de comprendre là où il y a les freins, là où il y a des problèmes. Typiquement, l'impact des GPU, est un Ouais, problème, plutôt que de ne pas se le poser. La qualité des data, les entraînements, hein, GPT 98 je crois, est entraîné sur des données, en anglais. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses qui vont aller beaucoup plus vite et des choses qui vont aller beaucoup moins vite. Et celui qui est capable de le prédire serait trop génial. Euh, mais moi, ce que je regarde, c'est ça. C'est en fait les décalages entre ce qui est prévu euh, et où est-ce que quand ça va plus vite, ben, ça va plus vite. Et si c'est pour pas aller dans le mur, à la limite, tant mieux. Ce qui est intéressant, c'est en permanence d'affiner le cap sur les choses qui vont le moins vite. Parce qu'il y a plein de freins sociologiques, économiques, conceptuels, voilà. Notamment le rapport qui a été rendu là sur l'IA par la commission de l'intelligence artificielle. Ils mettent le point là-dessus que j'ai pas vu beaucoup et que je trouve hyper pertinent. C'est attention, le frein principal à l'adoption de l'IA, c'est les gens. Parce qu'aujourd'hui, l'image qui est véhiculée par l'IA, c'est que ça va bouffer votre job. Toutes les études montrent que c'est pas le cas, mais il faut sensibiliser à l'IA, il faut que la population, donc tout le monde, soit sensibilisé à l'IA, et en prenne, les côtés positifs, tout en faisant attention aux côtés négatifs. Mais le pire serait que, tout le monde se dise, enfin que certaines personnes plutôt, se disent: «L'IA ne passera pas par moi». Parce que le problème, c'est que ces personnes-là vont se retrouver bah dans ouais, des difficultés, absolument énormes. bien sûr. Et il y Être aura en une, retrait, même dans la voilà, société, même dans le job, tout ça. voilà. Donc moi, c'est ça que je trouve intéressant dans toutes les prédictions, c'est que ces coups d'accélérateur et dans certains cas qui sont absolument imprévisibles ou même dans le digital, ces énormes coups de frein où 20 ans plus tard, on pensait que c'était des trucs qui allaient être réglés, Ouais. d'un claquement de doigts et en fait, ça l'est pas. C'est pour ça qu'il faut passer du temps à suivre ces sujets-là et à mettre les mains dedans, parce que Ouais. tant qu'on s'en sert pas, on ne sait pas de quoi on parle.
bien Ouais, sûr. Bien très, sûr. très clair. Julien, tu dirais quoi à quelqu'un qui aimerait se lancer, mais qui a pas d'idée? Quelqu'un vraiment qui il a ce côté entrepreneur, il a vraiment envie de monter quelque chose, mais il a pas d'idée, tout simplement. Moi, je lui dirais de prendre un problème très simple qu'il comprend, auquel il a été souvent on entend souvent ça, mais c'est vrai, j'ai été bloqué, quand je voulais faire quelque chose, je me suis dit: «Tiens, c'est dingue, pourquoi le sujet n'a pas été, résolu?» Et je trouve une solution pour le résoudre. Et j'ai dit petit parce que je pense qu'il faut que ce soit le plus petit possible. Ce qui est petit peut devenir grand, ça, c'est Ouais, pas un problème. Par contre, le petit permet, de tester des choses, d'échouer très vite, et de passer à autre alors soit on échoue et on comprend quelque chose, soit on échoue et on voit un truc qui est juste à côté et on se dit: «Ah tiens, en fait, c'est rigolo, c'est pas du tout ça auquel j'avais pensé, ce à quoi j'avais pensé, mais c'est le truc d'à côté». Hem il y a énormément d'histoires de boîtes qui se sont fait comme ça. Il faut faire ça sur des petites choses parce que dès que ça commence à devenir gros, après ça s'appelle un pivot et un pivot ça coûte très cher, c'est super ouais, dangereux et le nombre de pivots qui se sont mal passés, c'est à mon avis, plus grand que le nombre de pivots tout court. Celui qui sont bien passés plutôt. Hem, donc voilà, c'est résoudre un petit problème, heu à taille humaine, on va dire, Ouais, et qu'on puisse, scaler, derrière. OK. Mais même en même temps, on parle de l'IA en disant que c'est peut-être la première fois qu'il va y avoir une personne qui va faire une one billion company, une société qui est valorisée 1 milliard de dollars, Mmh. donc une licorne. Je pense qu'effectivement, quand on voit le no-code, Et le déjà ce qu'on peut potentiel que faire avec le ça no-code ouais. et qu'on fait le croisement entre le no-code et l'IA, ouais, c'est énorme, ça va très vite. ça peut aller très vite. Donc, plus que jamais, prendre des petits sujets qui paraissent pas forcément, impactants, Mmh. mais généralement quand on tire le fil, on trouve quelque chose. Alors une fois qu'on a tiré le fil et qu'on trouve quelque chose justement, quelles sont les compétences que tu considérais comme être essentielles, importantes, du moins à avoir pour réussir? Heu, Moi je dirais que c'est comprendre les problèmes des autres, parce qu'en fait on a un problème à régler. Généralement ce problème il y a des gens qui ont un problème, ce qu'on appelle des clients si on veut avoir un modèle. Et je suis surpris du nombre d'entrepreneurs qui se jettent sur la techno, pour développer quelque chose tout de suite, sans écouter, sans essayer de comprendre Bien c'est sûr. quoi le problème que le client, essaye de résoudre. Et dans la boîte que je suis en train de monter là, alors que je suis entouré de tech, tout et même le financement qui va bien, je me force à le faire, manuellement avec des clients, pour comprendre c'est quoi le problème qu'ils essayent de résoudre et où est-ce que ça cogne. Et généralement, on a une très bonne analyse du problème à résoudre, mais pas du tout du moyen de le résoudre. Heu et donc je pense que la qualité principale, c'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute de l'utilisateur du problème qu'il essaye de résoudre. La plupart des gens vont être à l'écoute de nous, la vision qu'on a de comment on va résoudre ce problème. Heu et c'est, assez contre-intuitif et c'est au quotidien, c'est très difficile et moi, j'ai appris ça du Lean. Alors il y a eu la période Lean Startup, qui avait cette fameuse phrase, «Get out of the building». Donc tu commences à faire ton MVP, et cetera, donc ton minimum, viable Ouais, product et déjà, il y a minimum viable product, c'est bien l'idée que déjà, c'est quelque chose qui est utilisé par un client. Hem et get out of the building, c'est l'idée que tu vas voir tes cousins, tu vas voir tes copains, tu essayes Ouais, de résoudre le et c'est surtout pas scalable. Heu, c'est, heu, c'est totalement manuel, mais le fait de mettre les mains dedans et de le faire toi-même, te permet de comprendre et de t'approcher de la solution qui va, encore une fois, résoudre le problème, hem, du client. Heu et dans le lean, un peu le lean Toyota, avant startup, c'est la VAVE, la value engineering, value analysis, value engineering.
chez Toyota où ils ont été très, très forts là-dessus, c'était de se poser la question de, qu'est-ce que les utilisateurs de voitures essayaient de faire? Enfin, c'était quoi le problème qu'ils essayaient de résoudre? Et le problème, c'est pas de conduire une voiture, en fait. Le problème, c'est d'aller d'un point A à un point B. Hem et donc il y a eu plein de choses qui ont été innovées sur les tableaux de bord, sur les cups, sur plein de Ouais, choses, hem, qui, qui viennent de là. Heu et donc c'est pas facile et donc moi, pour me soigner, j'utilise le framework Lean, le TPS, qui est une sorte de carte du territoire avec une maison et cetera, Ouais. ouais, et en fait, c'est une boussole qui te permet à chaque fois de revenir, sur ce sujet-là. Parce que naturellement, tu as tendance à te jeter sur la solution parce bien qu'on sûr. on est Ouais, câblé comme ça, on est des humains, quoi. Ouais, et au final, en écoutant justement tous tes clients, c'est ce qui te fera gagner, beaucoup de temps au final. Ouais, puis éviter les grosses erreurs parce Ouais. que en plus, alors sans faire de la sociologie à 2 balles, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs en France qui sont des ingénieurs, ou d'écoles de commerce. Heu et en fait, l'ingénieur, il va essayer de résoudre le il va aller sur la solution tout de suite et le commercial, il va essayer de vendre sans trop s'occuper de c'est quoi le problème qu'il résout parce mmh, qu'il veut vendre vite. Donc en fait, ils sont pas super bien câblés, pour avoir ces approches, généralement. Culturellement parlant, on va dire. bien sûr. Quel message d'encouragement tu souhaiterais, justement transmettre à tous ces jeunes, auditeurs qui rêveraient justement d'être entrepreneurs? Que c'est super simple, en fait. Ça n'a jamais été aussi simple. Déjà dans les années 2000, pour refaire un bond en arrière, avant les années 2000, je crois qu'il fallait, 4 000 000 € pour monter une société en France parce qu'il fallait installer ses serveurs, il fallait prendre des bureaux, il fallait et cetera. Quand le SaaS est arrivé, c'est passé à Ouais, 40 000 €. Maintenant, je pense que c'est 4 €. C'est-à-dire que, enfin, et ça, je pense aussi qu'on s'en rend pas forcément compte, mais on n'a plus aucune raison de ne pas essayer, en fait. Avec tous Donc c'est les outils simple. dispo, c'est Ouais, ça. Ouais, même juridique, tout, tu peux tout faire en 2 heures ouais. aujourd'hui, ouais. Donc c'est simple, allez-y, vous prenez pas la tête et en fait, ce qui est dangereux dans les décisions, c'est les décisions irréversibles, parce que celles-là, elles ont des conséquences. Heu, la conséquence du fait que ce soit très simple, c'est que c'est des décisions, réversibles, et c'est un peu ce que vous faites, je pense. C'est que tu peux très bien avoir une autre activité, tu peux très bien être en train de faire des études. Moi, je faisais des journaux lycéens quand j'étais au collège ou au lycée, donc je veux dire, c'est pareil. On peut toujours faire un truc à côté, et il n'est pas question de passer ses nuits, dessus. Il faut aussi garder son équilibre, vie perso, vie pro, hein. Mais ça n'a jamais été aussi simple, en fait. trop bien, génial. Bah voilà, foncez, c'est le message Il y a plus de ouais, principal en plus tout cas. d'excuses. Il n'y a plus de limite. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ou un entrepreneur que tu aimerais voir participer à la voix de l'entrepreneur prochainement? Ah mince, je sais pas, alors il y en a beaucoup, Il j'ai y en a pas beaucoup, préparé. j'imagine. Heu, heu, Ou alors on peut te laisser ouais, le choix de la Choisir. réflexion et puis ouais, tu ouais, nous parce diras que ça plus tard. ouais, parce que là j'en ai trop qui me viennent en tête et aussi maintenant que je l'ai fait, j'essaierai de trouver quelqu'un qui, qui apporte, des choses par rapport à la Génial, discussion. avec grand plaisir. Merci, c'est gentil. Et si tu pouvais poser une question du coup à un entrepreneur de ton choix, qui ce serait et quelle question lui poserais-tu? Moi, j'imagine que tu ce serait peut-être pas Elon Musk du coup. Ou peut-être que si, Ou justement. peut-être, ouais. Ou peut-être. Heu, oui, parce que enfin les entrepreneurs en France, tout ça, ils sont super accessibles et puis en plus je suis au Galion, qui Ouais. regroupe aussi, pas mal Ouais, d'entrepreneurs donc Ouais, et puis, LinkedIn est un outil, tellement efficace qu'on a enfin, ouais. on peut poser les questions à qui on veut. Ça peut être un Heu, entrepreneur ou quelqu'un d'autre, hein, c'est bon, quelqu'un qui ouais. vit quand même de nos jours. hem, je peux la garder? Bah, On peut la faire évidemment, offline? évidemment, Avec grand évidemment, plaisir, avec pas de plaisir. souci. Génial, merci, merci Julien. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode. Merci d'avoir été là, à répondre à nos questions, à discuter. Voilà, je crois que c'était vraiment bien de pouvoir voilà, débattre un petit peu des sujets qui sont un peu d'actualité et qui touchent un peu tout le monde, surtout avec des entrepreneurs comme toi qui ont l'expérience de l'entreprise, l'expérience du travail.
Donc franchement, c'était génial. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos auditeurs, pour la voix de l'entrepreneur, pour peu importe. Non, mais je rebondirai sur ce qu'on vient de dire, c'est que la en fait, vous avez dit tout à l'heure, foncez, comme si c'était un mouvement à enclencher assez fort. Moi, je dirais plutôt, allez-y à petits pas. Dans le côté simple, il y a ça aussi, c'est que pas de décision irréversible, et si on regarde l'histoire, je crois qu'on n'a jamais été dans une position où c'était aussi simple et aussi peu, irréversible comme Hmm. décision. Donc allez-y à petits pas, tranquille, vous verrez, ça va être du kiff. Eh Super. ben, c'est bon. Le Merci message pour est tout, passé. Julien. Merci Julien. Merci aussi, chers auditeurs, d'avoir été là. Voilà. Si vous écoutez encore le podcast jusque-là, voilà, montrez-le nous, partagez, notez-nous aussi sur les plateformes, c'est important pour nous. Et puis évidemment, rejoignez-nous sur les plateformes et sur les réseaux. Et puis si vous voulez venir discuter avec nous, voilà, avec Raph, on est évidemment dispo. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit message, que ce soit sur Insta ou sur LinkedIn. On est hyper accessible, donc n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'échanger et de discuter avec vous. Rendez-vous comme d'habitude dans 2 dimanches pour un nouvel épisode. On a hâte du prochain, vous allez voir notre belle surprise. Salut à tous, ciao ciao.